Bien, donc si vous voulez bien, et pendant un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes, j'aimerais qu'on échange entre nous sur deux aspects. D'abord, comment on essaye de faire évoluer nos séminaires du GRAPH à l'aune, même si c'est à chaud, des réflexions que nous avons eues ensemble pendant 3 jours. Et puis d'autre part, je dirais que peut-être 2-3 mots sur ce que moi j'ai retenu personnellement de ces échanges, ce qui ne prétend évidemment pas être une synthèse, contrairement à ce qui est marqué sur le programme, mais plutôt un regard personnel. Alors, d'abord, je voudrais adresser des remerciements. Des remerciements, vous avez vu qu'on a inauguré une formule un peu nouvelle qui est de faire animer chaque demi-journée par l'un d'entre nous. C'est une innovation, je crois pour ma part que c'était quelque chose d'intéressant à imaginer. Et les personnes qui ont fait ce travail ont vraiment pris en charge la préparation eux-mêmes avec les intervenants. C'est eux qui ont discuté avec les intervenants, c'est eux qui ont animé leur demi-journée. Et je crois que ça a créé peut-être au niveau des échanges quelque chose de vivant, d'interactif. Bon, en tout cas, on fera une évaluation après, plus formelle, mais je voulais remercier les personnes qui avaient contribué à cette façon de faire. Ce sont celles ici aussi, qui m'ont aidé à faire un fil rouge de ce séminaire, parce que moi, je suis quand même très sensible à une chose qui a été dite, c'est que la pensée doit correspondre à une architecture, par rapport à ce qu'on dit du net. Vous avez entendu, le net, c'est beaucoup de flux, c'est passionnant, mais ce qui fait l'architecture d'une pensée, c'est quand même d'avoir un fil rouge. C'est un peu comme la recherche de l'identité personnelle, ça. Au fond, il faut trouver le fil rouge. Et donc, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais à travers des présentations différentes, sur un mode un peu impressionniste, il y avait un fil rouge tout au long de ce séminaire. Et donc, là aussi, c'est le groupe, c'est Yann, c'est toutes les personnes qui étaient là, qui ont permis de faire que ce fil rouge existe. Donc, encore une fois, ces mots de remerciement, et puis aussi vous inviter encore une fois, à participer à l'évaluation qu'on fera tout à l'heure. Je voudrais surtout vous remercier, vous, parce que dans le petit mot que je m'étais permis de vous faire dans les dossiers, qui se terminait sur l'incitation à ce que, grâce à vous, on retrouve aussi cet enthousiasme, ce que j'appelle l'enthousiasme retrouvé. Il me semble que les questions ont été largement aussi riches que les interventions, on peut le dire. Tous les intervenants me l'ont dit. Ils ont trouvé que les questionnements étaient d'une richesse très grande, et je ne sais pas si vous avez eu aussi ce sentiment, mais on a réussi à avoir effectivement un élargissement des mises de jeu initiales faites par les intervenants, chacun à leur manière, grâce à vous. Et je voulais vous en remercier, parce que je pense que le plus important est probablement là. Alors là encore, on essaiera de voir si cette façon de faire est suffisamment interactive, si on peut mieux faire. Certains m'ont dit, mais au fond, il faudrait trouver une manière d'approfondir tel ou tel thème. Parce que c'est vrai que lorsque, sans être pique de la Mirandole, on aborde des sujets aussi éclectiques, aussi variés, avec l'aide épistémologique de beaucoup de professionnels et d'universitaires relevant de sciences différentes, on a envie, à un moment donné, sur un concept, d'aller plus loin. Et certains me disaient, au fond, mais il faudrait presque faire une sorte de séminaire d'approfondissement sur tel ou tel aspect. Donc on va réfléchir aussi à cette question-là. La loi du genre, là, c'était pas ça, mais c'est une réflexion que je trouve intéressante, de voir si on peut approfondir certains sujets d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça fera partie aussi des questionnements qu'on fera auprès de vous. Bon, en même temps, je crois que les arcs, je l'avais dit en introduction, je vais y revenir un instant, les pères fondateurs, et je veux de nouveau saluer l'œuvre d'Alain Albout, parce que réellement, c'est lui qui a, avec d'autres c'est vrai, mais c'est lui qui a principalement porté ce concept. C'est un concept extrêmement moderne, puisque on voit bien que cette espèce d'équilibre entre la vie personnelle et puis, au fond, le travail, la réflexion,
les arcs ont su l'aménager. Alors c'est vrai que Rachel, tu as raison, il faut des petits ajustements de temps, et si on a un président, c'est pour aussi réaliser, je dirais, dans la convivialité, ces petits ajustements pratiques. Je crois qu'il est important qu'on travaille. Et on a beaucoup travaillé. Il est important aussi que, profitant de ce cadre, on puisse trouver du temps pour aussi autre chose. Et je pense que les deux vont ensemble. Ça suppose un minimum de discipline. On voit bien que la discipline, ça n'est plus aujourd'hui des rappels à l'ordre qui sont toujours mal vécus. C'est au fond une adhésion personnelle aujourd'hui, la discipline. Ça s'inscrit dans cette grande rupture avec la verticalité, mais c'est important de se donner une discipline de travail, une petite rigueur sur les horaires. Je crois qu'elle n'est intelligente et elle n'est intéressante que si elle procède de l'effort de chacun, ça va sans dire. Je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est, on verra comment on l'utilisera, mais c'est la présence de l'image à ce séminaire. Voilà bien aussi quelque chose de moderne. Alors, pour l'instant, on a été filmé. On va voir la suite. Naturellement, on demandera, je tiens à le dire, à tous nos intervenants, leur accord car il y a, vous le savez bien, un droit à l'image. Donc, on prendra la précaution, non seulement juridique, mais éthique, de s'assurer de leur accord. Mais en même temps, je crois que c'est aussi quelque chose d'extrêmement moderne, de pouvoir prolonger, non seulement dans des actes, et encore une fois, grâce à Gestion, je pense qu'il faudra travailler de plus en plus les actes, pour qu'au fond, ces séminaires ne soient pas seulement des parenthèses dans le temps, là aussi, c'est des débats qu'on a eus, mais qu'il y ait un continuum, un thésaurus. Ce thésaurus, ce capital, c'est un capital écrit, ça doit être aussi un capital image. Donc voilà quelques-unes des réflexions, et encore une fois, nous vous interrogerons pour faire une évaluation sur ce séminaire. Alors, quelques mots sur ce que j'ai pu personnellement en retenir. Je veux pas, chacun a pris ses notes, j'imagine, et puis surtout les relira plus tard. Donc, mais c'est un peu la tradition. Donc, comme vous l'avez compris, j'essaye de nous inscrire dans une continuité, et donc on va s'y essayer. Moi, je crois que ce qui a fait, encore une fois, tout l'intérêt des séminaires du GRAPH, ça a été d'être à la fois un laboratoire d'idées, une vision un peu, si ce n'est prédictive, mais enfin, au fond, le fait d'être en éveil, une activité de veille intellectuelle qui a souvent été extrêmement féconde, et en même temps, je dirais, la recherche de se retrouver sur des valeurs humanistes. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes issues du siècle des Lumières, mais en tout cas, c'est des traditions de valeurs humanistes. Et à cet égard, nous avons terminé ce matin par un propos sur la solidarité. Personnellement, j'ai bien aimé le rappel à Saint Paul. Vous savez que Saint Paul est très moderne, puisque c'est lui aussi qui a écrit sur la subsidiarité, dont chacun aujourd'hui le mot à la bouche à travers les pôles et autres organisations décentralisées pour nous rapprocher du plus près. C'est Saint Paul. C'est Saint Paul. Voilà. Mais bon, tout est dans tout. En tout cas, la solidarité, je crois que c'est une valeur éminemment forte qui nous réunit. Je crois que c'est une valeur moderne. Il faut être un peu volontariste. La confiance, le respect, on a beaucoup évoqué tout au long de ces séminaires. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, la confiance et le respect. Et même, on a dit le post-modernisme, c'est un retour, pas au fond à la tradition, parce que ça, c'est pas très intéressant, mais peut-être après une période où on a essayé de s'affranchir, de s'émanciper, parce que la société, il faut bien le dire, la société au moment de 68, en tout cas la société française, était quand même extrêmement figée. Après cette période, on voit bien qu'on est revenu à la recherche d'autre chose. Donc, je pense que dans cette autre chose,
la confiance et le respect sont quelque chose d'essentiel. Je suis frappé de voir combien la demande de respect est forte en ce moment. Elle est exprimée parfois d'une manière implicite, mais on voit bien qu'à travers toutes les crises qui se produisent dans notre société, il y a une immense demande de respect. Je dirais qu'un des avatars du respect, c'est la politesse. Et à cet égard, je ne m'empêcherai pas de dire un mot, c'est-à-dire qu'il y a le verbe et il y a l'action. Je suis quand même frappé du décalage qu'il y a parfois entre la théorisation des concepts et les pratiques au quotidien. Or, ce que nous demandent les jeunes, c'est de plus en plus l'adéquation du propos à l'action. Et ce qui a fait beaucoup le discrédit des élites, d'une partie de la classe politique, c'est ce décalage évidemment perceptible entre le discours et la réalité, entre le discours et l'action. C'est aussi ce qu'on demande aux parents, puisqu'il y a eu unanimité de nos sociologues pour dire que toute la société française considère que les parents ont du mal à tenir leur rôle. Mais un des problèmes, c'est véritablement ce problème, je crois, de l'adéquation du verbe et de l'être. La question de l'universalisme, ça c'est une question très intéressante. Au fond, on voit bien que ce qui a fait la spécificité de la société française du XVIIIe, alors parfois elle a pu ne pas être comprise, c'est cette volonté d'universalisme. Je rappelle que même Napoléon, envahissant l'Italie, y allait avec l'idée de porter les valeurs de la Révolution. Alors là aussi, entre l'expression d'une idée et sa réalité, il y a des perceptions qui sont différenciées. Mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est qu'il y avait ce discours sur l'universalisme. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation. C'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire que chacun le sait bien, on sait ce qui se passe partout, ou presque partout, en temps réel. C'est donc plus difficile d'avoir cette vision universaliste. Et en même temps, la modernité, on nous l'a assez dit, c'est l'égalitarisation. Non pas l'égalité au frontispice de la République, qui ne veut pas dire grand-chose, mais cette espèce de volonté d'égalisation qui est toujours tendancielle, qui est une quête. Et donc, c'est à travers ces concepts modernes d'une égalisation et du temps réel qu'il faut trouver une nouvelle idée d'un universalisme. C'est ça qui est difficile. Enfin, je voudrais insister sur tout ce débat qu'il y a eu sur le présentéisme et vivre au présent, la frénésie, l'urgence. On voit bien qu'il y a plusieurs choses. Il y a une idée qui est quand même pas bien nouvelle, d'une forme d'épicurisme qui se nourrit du culte de l'instant. Je voudrais quand même dire que c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps. La question, c'est de la capacité de l'individu à relier ce carpe diem, cette envie de jouir en effet de l'instant pleinement, cette intensité du moment, à la question de la durée. Je me suis quand même frappé de voir que tous nos intervenants nous ont dit la société moderne, c'est la société de l'éphémère, et en même temps, on a un intervenant, et Dieu sait que j'ai eu des demandes pour qu'il y ait un intervenant, sur le développement durable. Alors, vous voyez bien que cette espèce de débat permanent entre l'éphémère et le durable, et entre l'intensité du présent et l'inscription dans le temps, oui, c'est une quête universelle, ça, une quête de tous les temps. Et c'est d'ailleurs une des choses, ma chère Rachel, qu'on demande aux leaders. Le leader, c'est celui qui est capable de relier le sens du futur à l'action concrète du présent. Un leader qui ne fait pas sentir en quoi le quotidien se bouge, se modifie, se meut, n'est pas un bon leader. Mais s'il n'est pas capable de relier cette perception, cette tangibilité du quotidien à l'inscription dans la durée, dans le temps et dans le sens, il ne réussit pas. Vous vous souvenez de Michel Rocard théorisant sur les boutons de porte, en disant, moi, mon sujet, c'est de gérer les boutons de porte. Il y a eu tout un débat à l'époque là-dessus. C'est-à-dire, effectivement, il le faisait parce qu'au fond, on en avait marre des grands discours. Mais en même temps, si on ne
si on ne travaille que sur cette gestion seule du quotidien, on n'est pas non plus dans le vrai. Donc voilà ce qu'on attend du leader. Alors on attend aussi, bien sûr, si possible, un certain charisme. Moi, je suis de ceux, Rachel, qui pensent que le charisme, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une espèce de prédétermination à être charismatique ou pas. Mais je ne crois pas trop. En tout cas, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Voilà. Ça s'apprend peut-être, mais ailleurs, autrement. Et en tout cas, en effet, on attend aussi d'un leader non seulement qu'il relie le quotidien et le sens, mais aussi qu'à travers sa manière d'être, il ressuscite l'enthousiasme. Vous vous souvenez de l'étymologie du mot enthousiasme ? Enthousiasme, ça vient de antheor, qui veut dire le Dieu intérieur. Le Dieu intérieur. Alors, est-ce que nous avons su garder un Dieu intérieur ? Telle est la question. C'est ça la question. Pas un Dieu religieux, non, un Dieu personnel, qui est capable, en effet, de nous porter et donc de communiquer une sorte de commutabilité instinctive. Voilà, c'est ça qui est, me semble-t-il, l'apanage, peut-être, du leader. Voilà, donc j'ai promis de ne pas être trop long. Moi, je crois qu'il faut réenchanter le monde. Il faut réenchanter le monde, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, mais moi, je suis sûr qu'on va y arriver. À une condition, c'est que d'abord, chacun se réenchante soi-même. On ne peut pas réenchanter le monde si on n'est pas soi-même réenchanté de soi. Et je veux terminer là-dessus. Vous avez vu combien la question de l'image de soi est importante dans la société moderne. Il y a une espèce d'exacerbation paroxystique à l'exacerbation du soi. Donc, on se la raconte, comme disent les jeunes. On se la raconte. C'est-à-dire qu'on va autour de nous essayer de projeter, par souvent d'ailleurs des attitudes, du comportemental, l'image de soi qu'on voudrait bien que les autres croient, ou l'image de soi à laquelle surtout on voudrait bien croire soi-même. Cela a été dit par nos intervenants. Voilà. Et tout ça, c'est quoi ? Ben oui, c'est la recherche d'une confiance en soi. Alors, le prochain séminaire, nous allons, au sein du groupe, parce que moi je suis pour un travail collectif, nous allons essayer de nouveau d'en fixer les contours collectivement, avec l'apport, les idées des uns des autres. Je crois que ça demande maturation, mais aussi la tradition, c'était toujours de partir du séminaire avec une idée au sens d'une idée scientifique. Après, on la valide, on l'invalide, mais on a une idée. Et donc, avec le président Segade, on a réfléchi tous les deux à effectivement ce que pourrait être une thématique possible pour notre prochain séminaire. Alors, nous, on avait convenu de ne pas en parler parce que, et en général, quand on passe un accord tous les deux, on s'y tient. Donc, normalement, c'est pour vous une découverte. Ce thème sera, en principe, le thème transparence et langage. Voilà. Alors, encore une fois, il peut y avoir... Vous vous souvenez, l'année dernière, on a beaucoup parlé en partant de l'environnement durable, on en a parlé, mais les bornes sont un peu labiles, et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut encore une fois que les gens qui vont œuvrer sur la construction du séminaire aient un peu d'espace de liberté, voyez-vous. Bon, mais enfin, quand même, on a cette intuition d'essayer de travailler sur la transparence et le langage. Et pourquoi le langage ? Là, je veux juste dire un tout petit mot, c'est parce qu'on a beaucoup parlé des valeurs. Il faut toujours y revenir. Mais vous savez pourquoi il est difficile, on l'a dit, d'identifier les valeurs ? Probablement parce qu'on ne partage pas toutes les mêmes, c'est vrai, mais surtout parce qu'on n'en parle pas avec les mêmes mots. Je me rappelle toujours de ce qu'écrivait Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles à propos d'un échange entre Humpty Dumpty et Alice. Et il y a tout un passage, je vous invite à le relire, où il utilise un mot qui n'est pas du tout dans le sens normal, et elle lui dit « mais ça ne veut pas dire ça ». Et il lui dit « mais le mot a le sens que je veux bien lui donner ». Donc, cette question du langage, pour moi, elle est fondamentale. Elle l'était déjà du temps de la tour de Babel, mais elle est, à mon avis, un vrai sujet moderne.
Voilà ce que je voulais vous proposer comme réflexion collective, mais chacun d'entre vous, j'imagine, a retenu de ce séminaire bien plus d'autres choses que moi et d'une autre manière. Merci en tout cas.